Souffrez-vous d'un manque de confiance en vous? C'est un manque de confiance en soi. Tout va bien. Non, mais parce que j'allais vous passer la parole, mais je vais la reprendre. Cette thématique très prisée des coachs et autres adeptes du développement personnel est vraiment dans l'air du temps. Il n'est pas toujours facile de trouver des outils efficaces pour gagner de la confiance en soi. Sous quelle forme se manifeste le manque de confiance en soi? Quels symptômes physiques en découlent? Que valent les ateliers et autres groupes de parole? Dans quel cas le recours à un thérapeute s'avère nécessaire? On va en parler avec notre invité, le docteur Frédéric Fanget, qui est psychiatre et psychothérapeute. Bonjour. Bonjour. Et auteur de ce livre « Je me libère » aux éditions Odile Jacob. On n'a pas de témoin aujourd'hui parce qu'il y a un petit problème de train. Oui. Qui prouve que nous sommes en direct, parce que exactement. c'est un jour de grève. Donc on va prendre tout de suite des questions. Quelles sont les causes du manque de confiance en soi? Sont-elles biologiques ou liées à l'éducation, à la société? Demande Sam. Alors, sur le plan biologique, il y a les travaux de Jérôme Kagan qui montrent qu'il y a une hypersensibilité, par exemple, à des jouets différents chez des tout petits bébés. Bon, ça, c'est une donnée qui est ancienne déjà maintenant. Il a publié ça en particulier dans un livre qui s'appelle La part de l'inné. Il y a une petite part. Après, il y a tout le domaine de l'éducation, où effectivement on peut être élevé dans un milieu qui ne nous donne pas confiance en nous, soit parce que par exemple on a des modèles parentaux qui n'ont pas eux-mêmes confiance en eux, donc on ne va pas l'apprendre, soit au contraire, l'autre cas ce sont des traumatismes bien sûr, avec des papas parfois qui répriment la mise en confiance en soi de l'enfant, ou parfois même des mamans. Donc vous avez un facteur éducationnel, avec soit un défaut d'apprentissage, les gens n'apprennent pas, parce que ça s'apprend la confiance en soi. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de bien, parce que quand on en manque, on va pouvoir la rapprendre. Mais soit on ne l'apprend pas quand on est enfant, donc on n'a pas d'origine, je dirais, confiance en nous, soit on va la perdre à cause de traumatismes, soit dans l'enfance, soit adulte. Parce que vous avez des gens qui ont complètement confiance en eux, mais qui vont vivre un traumatisme violent. Je pense par exemple à un harcèlement au travail. On voit bien des gens qui, après ces phénomènes-là, ont complètement perdu leur confiance. On voit ça également chez des femmes qui ont subi un viol, par exemple, qui vont perdre confiance en elles sur le plan physique, sur le plan sexuel. Mais quand on revient, juste pour revenir sur le monde de l'enfance, quand on est parent et qu'on apprend à ses enfants à avoir confiance en eux, alors j'imagine que ça se fait pas, c'est pas comme apprendre à écrire ou à parler, c'est quelque chose qui est plus quotidien, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, on se dit en tant que parent, de donner trop confiance et d'oublier d'apprendre à un enfant l'humilité aussi également? Est-ce que c'est opposé? Vous avez entièrement raison, c'est pas un global. D'abord, il ne faut pas faire confiance à la personne, il faut lui donner confiance dans ses actes. Il faut bien différencier ce qu'on fait et ce qu'on est. Au même titre qu'on ne se laissera pas critiquer en tant que personne, on acceptera des critiques sur ce qu'on fait, sur notre travail par exemple, vous pouvez accepter une critique sur votre travail, jamais se laisser remettre en cause, on le verra peut-être tout à l'heure quand on parlera des thérapies. Et bien là c'est pareil, les parents doivent féliciter l'acte positif, mais pas être complètement gaga, sinon le risque c'est effectivement les enfants rois. Donc vous avez raison de souligner ça, il ne s'agit pas de dire qu'il faut fournir comme ça de la confiance en soi à tout le monde. Ça doit être adapté à la réalité. Un manque d'amour de la part de ses parents peut-il induire un manque de confiance en soi? Flo, vous parliez tout à l'heure des parents qui étaient trop froids. D'ailleurs, la dame qui devait venir aujourd'hui avait eu ce problème dans l'enfance avec une mère très très dure qui lui faisait pas preuve d'amour. Ça peut déclencher un manque de confiance? Alors ça peut. D'un autre côté, on a la résilience. Hier, je voyais en clientèle une jeune patiente vietnamienne d'origine, qui a subi beaucoup de traumatismes infantiles et qui a complètement pris confiance en elle. Donc, bien sûr, ça peut créer, mais ça suffit pas. Il faut aussi un individu réceptif à ça. C'est-à-dire, en particulier, un petit enfant qui soit peu affirmé, par exemple, qui a un tempérament réservé, dont je parlais au début de l'émission. À ce moment-là, il faut les deux pour vraiment déclencher un manque de confiance en soi, dont la maladie essentielle dont il faut qu'on parle est quand même l'anxiété sociale, puisque moi, en tant que médecin, c'est ça que je rencontre dans mon cabinet. Eh bien, il faut à la fois un enfant qui soit soumis à des messages négatifs. Alors, parents, il faut être plus large que ça. Ça peut être un milieu éducatif. Ça peut être ce que j'appelle les traumatismes des cours d'école. C'est les petits enfants entre eux à l'école sont souvent très traumatisants, très violents. Et ce même enfant va être soumis, mais comme on l'est tous, à ce genre de message négatif. Mais lui, il a un tempérament plutôt réservé, plutôt manquant d'affirmation de soi, qui fait qu'il ne va pas répondre. Il va se renfermer sur sa coquille, comme le boxeur qui reçoit un peu les coups, et il va perdre confiance en lui comme ça, progressivement. Bénédicte nous demande si on peut retrouver confiance en soi à tout âge, même à plus de 50 ans. Alors vous avez répondu oui. Donc comment? Ça, c'est très important de le dire parce que j'ai beaucoup de mes patients, de mes patientes qui viennent me dire c'est trop tard, j'ai 60, 65 ans. On peut retrouver confiance. En gros, il y a 3 clés. J'ai décrit 3 clés pour retrouver confiance en soi. La première, c'est mieux s'aimer. La deuxième, c'est agir. Ce sont des thérapies de l'action. Il faut insister là-dessus. Et la troisième, c'est prendre sa place parmi les autres. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Alors, mieux s'aimer, c'est lutter contre toutes ces pensées négatives
que souvent d'ailleurs on va garder de notre enfance, du type je suis nul, je ne suis pas capable, des choses comme ça qu'on se répète. Des complexes, oui, mais là, je suis au niveau mental, je suis au niveau cognitif de la pensée. Hein. C'est cette petite voix qui, sans arrêt, me dit « Non, ne fais pas ci, tu ne vas pas y arriver. Ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver. » Donc, on va traiter ça par ce qu'on appelle les thérapies cognitives, des méthodes cognitives, donc très, très réputées, très connues, qui marchent bien. Alors, oui, mais concrètement ? Alors, concrètement, par exemple, ça va être de faire taire cette voix critique intérieure et de plutôt voir, par exemple, notre potentiel positif, ce qu'on sait faire, et lui dire, écoute, ça suffit, là, on va se retourner sur notre voix critique intérieure. Ça fait 30 ans que tu me dis que je suis pas capable de prendre la parole, que je suis pas capable de dire non, que je suis pas capable de faire tel exercice. On va te faire voir. On va s'affirmer d'abord par rapport à notre voix intérieure, avant de s'affirmer à l'interlocuteur. Si je prends un exemple, si par exemple, si vous êtes mon employeur et que je veux vous demander à sortir plus tôt ce soir, je vais sûrement avoir une voix intérieure qui va me dire ça se fait pas, il va te prendre pour un je m'en foutiste, il faut pas y aller. Donc je vais dire à ma voix intérieure, écoute, j'ai de bonnes raisons, j'ai un rendez-vous important, je vais lui expliquer à mon employeur que j'ai de bonnes raisons de sortir plus tôt. Il vaut mieux faire ça tout seul. Il vaut mieux faire ça tout seul, parce que dans la rue... Dans la rue, allez expliquer aux policiers qui vous arrêtent que vous êtes en train de parler à votre moi intérieur. Pour aller dans le sens de Michel, on le verbalise à voix haute, on le dit à voix haute. Alors nous, on le fait en thérapie, en jeu de rôle, on le fait à voix haute, c'est-à-dire qu'on place une personne derrière la personne qui joue son propre rôle face à son chef, par exemple. C'est souvent moi qui vais faire la voix intérieure, et ensuite je vais prendre sa place et je vais lui montrer comment je réponds à sa voix intérieure. Je me suis rendu compte que le pire ennemi, c'est pas souvent l'autre. C'est moi-même avec ce que je trimballe de mon enfance. Et si on ne s'affirme pas d'abord par rapport à soi-même, c'est très difficile de s'affirmer avec l'autre. Vous aviez 3 parties, ça c'est la première, l'amour de soi-même. La première, c'est mieux s'aimer, hein, voilà, mieux s'aimer, donc l'aspect cognitif. La deuxième, c'est l'action. Alors ça, c'est très important de dire que les problèmes de confiance en soi reposent sur l'action. Alors, en général, c'est des gens qui font en tout ou rien. C'est-à-dire, soit ils se sentent capables de faire quelque chose et ils vont le faire, soit ils ne se sentent pas capables et ils ne le font pas. Et puis, ils sont tout ou rien aussi au niveau de la réussite. Ils sont souvent perfectionnistes, hein, c'est-à-dire, il faut que je réussisse, sinon c'est un échec. Donc nous, on va changer un peu cette façon de voir les choses. On va leur dire, écoutez, on va peut-être se faire des plans d'action. Vous allez commencer par des actions à votre portée. Et ce qui compte, c'est de les mettre dans une expérience de réussite. C'est-à-dire qu'ils aient l'impression qu'ils reviennent vous dire, écoutez docteur, c'est la première fois que je réussis à demander ça, c'est la première fois que je réussis à faire ça. Par exemple, si on prend l'exemple de la prise de parole dans le travail, on ne va pas leur demander tout de suite de parler en pleine réunion d'équipe devant 30 personnes. Si on prend l'exemple d'Angélique, pardonnez-moi, je vous coupe, complexée par mes kilos en trop, je n'ai aucune confiance en moi, comment arriver à passer outre ? Qu'est-ce qu'on lui conseille ? Alors, les 30 kilos en trop, on va, ce qu'on appelle... Elle n'a pas dit 30, hein, des kilos en trop. 10 ? Non, des kilos en trop. Bon, elle a des kilos en trop. Déjà, on va faire ce qu'on appelle une défocalisation. C'est-à-dire que souvent, ces gens-là zooment sur le problème. Là, par exemple, je ne sais pas si c'est son cas, mais souvent, les gens qui sont en excès de poids vont zoomer sur leur poids. On va leur dire, qu'est-ce que vous êtes d'autre qu'une personne qui a un excès de poids ? Vous voyez, c'est ces problèmes de décentration. Est-ce que vous trouvez que vous avez des qualités ? Est-ce que vous avez des amis en excès de poids ? Oui. Et vos amis en excès de poids, est-ce que vous diriez qu'elles n'ont pas de valeur ou qu'ils n'ont pas de valeur parce qu'ils sont en excès de poids ? Ben non, pas du tout, je ne me permettrais pas de dire ça. Souvent, on se rend compte que les gens qui manquent de confiance en eux sont leurs pires ennemis envers eux-mêmes, alors qu'ils peuvent être très empathiques avec les autres. Le troisième point, parce que là on va voir un reportage, mais le troisième point c'était... S'affirmer avec les autres, prendre sa place. On va revenir après, parce qu'on va rester sur ce qu'on vient de voir. Parfois, le manque de confiance en soi est dû à un complexe. On l'a vu là avec les kilos en trop. On ne se sent pas bien dans sa peau. Une de nos équipes a rencontré une jeune femme qui s'est épanouie, qui a gagné en confiance en elle grâce à son métier. Un portrait signé Nikita Matras et Farid Mahmoudi. Jamais je n'aurais pensé pouvoir un jour devenir mannequin. Je pensais que c'était vraiment quelque chose d'inaccessible et que pour devenir mannequin, il aurait vraiment fallu que j'arrête de manger et que je m'affame et que pour atteindre la taille 32-34. Avec son mètre 72, sa taille 44, Kautar fait partie de celles que l'on appelle les mannequins grande taille. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup des magazines et je me rendais compte que je correspondais pas du tout aux critères de beauté indiqués dedans. Je faisais ni une taille 36 ni une taille 38. Mes seins n'étaient pas deux pommes hyper fermes. J'étais pas cambrée, j'avais pas les yeux clairs. Enfin, à chaque fois que je lisais les critères, je correspondais en rien. Complexée par son corps pendant des années, devenir mannequin a été une véritable libération. C'est bien ça. Ça m'a permis d'avoir vraiment une meilleure estime de moi, une autre image et beaucoup plus féminine, femme. Je me rends compte que finalement avoir des rondeurs n'est pas un handicap, mais fait partie du corps de beaucoup de femmes et moi je m'assume maintenant en tant que telle. Face à l'objectif, Kautar s'amuse. Elle est épanouie.
sûre d'elle et de son pouvoir de séduction. Elle est rayonnante et c'est agréable de la shooter. Là, en même pas 20 minutes, on a réussi à faire des photos parfaites. Donc, un bon modèle pour moi, c'est pas forcément une fille qui soit très jolie et qui soit filiforme. Il faut qu'elle soit agréable, qu'elle ait envie de faire des photos, qu'elle s'assume complètement et qu'elle ait de l'émotion, qu'elle transmette de l'émotion dans ses photos. Et pour moi, c'est la photo parfaite. Aujourd'hui, Kautar assume pleinement ses rondeurs. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Durant son adolescence, elle a souffert de son image. Des photos de moi, adolescente, jeune adulte, j'en ai quasiment pas. Je détestais qu'on me prenne en photo parce que j'aimais pas du tout l'image que je renvoyais, j'aimais pas du tout ma tête, mon corps. Les photos que j'ai dû avoir commencent à partir du moment où je suis devenue mannequin grande taille. En forme? Ça va et toi? Ça va? Ouais, bah vas-y. Kamel est l'ami d'enfance de Kautar. Il l'a connue à l'époque où ses complexes lui gâchaient la vie. Elle n'est jamais avec nous à la piscine. On était dans une salle de sport, elle ne voulait pas venir ni au hammam, ni au jacuzzi, ni dans la piscine. Quand on faisait jamais d'activité sportive nautique. Puis maintenant, elle est beaucoup plus épanouie. Ouais, elle est radieuse, souriante. Et puis voilà, je suis très heureux pour elle, vraiment très heureux. Alors, on avait évoqué 2 points. C'était s'aimer soi-même. Oui. Agir. Agir. Et puis, il fallait s'intéresser aux autres, c'est ça? Prendre sa place parmi les autres. Prendre sa Ce place qu'on parmi appelle les autres. s'affirmer, l'affirmation de soi. C'est-à-dire exister, C'est ce qu'elle a fait. cette mais jeune femme. c'est ce qu'elle a fait, mais sans écraser l'autre. Voilà. Là, on parle de gens qui sont parfois mal dans leur peau, qui ont, on va dire, des petits soucis de confiance en eux. Mais ça peut tourner au cauchemar, ça peut être des maladies graves, au final. Exactement. Vous parlez de phobie sociale tout à l'heure. Oui, vous avez raison de souligner ce point, Benoît, parce que c'est vrai que le manque de confiance en nous, en fait, ça nous concerne tous un peu. Hein, on connaît tous un peu ça quand on démarre dans la vie, on démarre dans un métier, etc. Et ça peut rester de l'ordre, comme Michel le disait au début de l'émission, du développement personnel. Je crois qu'il faut faire la différence avec la thérapie, qui est une thérapie médicale de la confiance en soi, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, avec des gens, si vous voulez, qui sont atteints d'anxiété sociale, de dépression, de burn-out, de troubles du comportement alimentaire type anorexie-boulimie. On a des gros problèmes. D'ailleurs, on travaille beaucoup en équipe, par exemple, avec les alcoologues, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1/4 des phobies sociales qui évoluent vers une dépendance à l'alcool, puisque les gens boivent pour se désinhiber au contact de l'autre. Donc, vous voyez, souvent, en thérapie, on va être amené à travailler en équipe. Un va prendre un problème d'addiction, par exemple. L'autre va prendre le problème de confiance en soi et d'estime de soi, et ça va fort bien se compléter. Plus de 3 millions de chômeurs en France aujourd'hui. Je pense que le chômage, en termes d'épreuves face à l'estime de soi, il n'y a pas mieux, quoi. C'est une bonne remarque. Et puis moi, dans une étude que j'ai faite sur 50 phobies sociales traitées en groupe, j'avais un taux tout à fait anormal de chômeurs parce qu'ils n'osent pas aller à l'entretien d'embauche. Ils sont paralysés, ils sont paniqués. J'avais aussi un taux de célibataires anormalement élevé pour les mêmes raisons, pour le contact avec les personnes du sexe opposé. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui ne vont pas pouvoir vivre une vie amoureuse non plus. Et alors après, ce que vous soulignez, c'est que dans l'autre sens, le chômage va redevenir une conséquence, comme j'ai évoqué les traumatismes tout à l'heure, qui va faire perdre confiance en nous, surtout s'il est prolongé. Alors à propos de rapport amoureux, Blandine nous dit « J'ai confiance en moi sur le plan professionnel, mais j'ai du mal à croire que je puisse plaire sur le plan privé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut être bien dans une situation et mal dans l'autre ?» Ça peut être ça, voilà. Ça, souvent, dans le rapport amoureux, le rapport affectif, on voit beaucoup de gens qui perdent complètement confiance en eux. Parce que, si vous voulez, vous avez 4 pieds de la relation. Vous avez le pied social, c'est comment vous allez être en société. Hein, votre club de gym avec vos voisins, etc. Le deuxième pied, c'est le pied amical. Là encore, on est dans la phase publique, j'allais dire, de nous-mêmes, de ce qu'on montre. Le troisième pied, c'est le pied professionnel. Et le quatrième pied de la chaise de l'équilibre personnel, c'est la relation intime. Et effectivement, on voit fréquemment des gens qui sont tout à fait capables d'avoir une prestance en relation amicale, sociale ou professionnelle. Et dans la relation à deux, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un autre concept, on est sur le dévoilement de l'intimité. Puisque dans une relation intime, l'autre va voir qui je suis. Et quand il va voir qui je suis, me disent-elles, ces femmes dont vous parlez, il va voir, docteur, à quel point je suis nul. Là, ça va apparaître au grand jour. Et ça donne des grandes angoisses. Suite à des abus et à de la maltraitance pendant l'enfance, je n'ai aucune confiance en moi. Quelle solution pour aller de l'avant, demande Julie qui a 20 ans. On va répondre à Julie, mais parfois le manque de confiance en soi nécessite l'aide d'une thérapie avec un professionnel. C'est le cas de Sarah, dont le manque de confiance en soi remonte à l'enfance. Marie Guyot, Maxime Souville et Isabelle Gastebois l'ont rencontré pour nous. Je suis nulle, je suis moche, je suis étourdie, je suis une mauvaise mère, je suis peu cultivée, je ne suis pas intéressante, je n'en vaux pas la peine et je suis malheureuse.
Les complexes ont commencé quand j'étais petite, donc de différentes manières. Alors à l'école, parce que j'étais plutôt lente, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'apprentissage, que ce soit même pour faire des devoirs ou des exercices en classe. Puis après au collège, j'étais très complexée par rapport à ma dyslexie. Et puis voilà, les camarades de classe qui vous traitent gentiment de l'idiot de la classe, par exemple. Dans le cercle familial, ça se représentait aussi dans le sens où c'était évident que j'allais pas faire des grandes études. C'était évident que j'allais pas avoir un poste, que j'allais pas avoir une carrière, que j'allais pas faire aussi bien que machin, aussi bien que truc. Malgré cela, Sarah fait des études supérieures et occupe des postes à responsabilité. Mais les complexes continuent à la freiner dans sa vie professionnelle et s'aggravent encore quand elle devient mère. Les complexes se sont aggravés dans le sens je suis une mauvaise mère parce que j'arrive pas à calmer mon enfant, parce que j'essaye de faire telle chose ou telle chose, mais mon entourage me dit que je devrais faire comme ci et comme ça. Je me demandais vraiment, je me suis même demandé vraiment ce que faisait mon mari avec moi. Il y a 1 an, Sarah est dans un tel état de souffrance qu'elle décide d'aller consulter. Depuis, elle se rend 1 fois par semaine chez une psychologue spécialisée dans la thérapie comportementale et cognitive. Quoi de neuf cette semaine? J'ai été à un événement un peu triste qui était un enterrement. La personne décédée était une amie de ma grand-mère. Et en fait, l'une des filles de la décédée a fait un discours. Et en citant les membres de la famille, j'ai été citée dedans. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait? J'avais du mal à croire que je comptais autant pour une personne. Je ne savais pas que je comptais autant pour elle. En thérapie, on va travailler justement sur la mésestime de soi, sur l'image en fait, l'image négative qu'on peut avoir de soi, qui peut être le reflet de la perception des autres, ou simplement une perception erronée liée à l'expérience de vie. En fait, on va leur demander de relever des situations du quotidien, au travers desquelles se manifestent ces complexes, ces idées négatives d'eux-mêmes, ces images négatives, et on va leur demander de travailler à être un peu plus objectifs sur eux-mêmes. Et alors, qu'est-ce qui a pu vous faire penser? Ces séances, accompagnées d'exercices pratiques et de mise en situation quotidienne, ont aidé Sarah à reprendre peu à peu confiance en elle. Une évolution qu'elle partage volontiers avec sa meilleure amie. Quand j'ai une contrariété ou quand je ressens quelque chose qui est très fort et que ça me travaille parce que c'est plutôt du négatif, immédiatement, en fait, j'ai toujours mon petit carnet sur moi et immédiatement j'écris, je résume la situation, c'est-à-dire réaction, ressenti, pensée. Et ben tout de suite j'ai une espèce de pression qui redescend, j'ai l'esprit qui s'éclaircit et je passe je passe à autre chose et ça me rumine pas pendant 24 heures ou 2 jours ou une nuit. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels elle n'osait pas s'exprimer et du coup elle restait un petit peu, elle s'effaçait un petit peu. Alors qu'aujourd'hui, sur plein de sujets, elle n'hésite pas à dire moi j'ai envie et c'est ça que j'ai décidé. Elle a gagné confiance en elle. Peu à peu, Sarah devrait pouvoir espacer ses rendez-vous chez le psy et d'ici 1 an, mettre fin à la thérapie. Alors, vous disiez en vrai dans le reportage qu'on pouvait aussi pratiquer ces TCC, cette thérapie comportementale et cognitive, non pas seul mais en groupe. Oui, on peut faire en groupe parce qu'en groupe, on va pouvoir faire une mise en scène sur les scènes réelles, c'est-à-dire les scènes professionnelles, les scènes amoureuses, les scènes amicales, les relations parents-enfants. On va reprendre des dialogues très concrets et on va confronter du coup les gens à la réalité. Parce qu'il faut bien que le téléspectateur comprenne que quand on voit cette dame dire « je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle », c'est pas « est-ce qu'elle est vraiment nulle ?» ou est-ce qu'elle se voit comme nulle? Et c'est ça l'angle d'attaque de la thérapie, c'est de faire comprendre aux gens que ça n'est jamais qu'une vision d'eux-mêmes. On le disait tout à l'heure, qui souvent vient de loin et de l'enfance. Donc ils ont une conviction d'être nuls. Et du coup, ils en sont tellement sûrs qu'ils ne le remettent plus en cause. L'avantage du groupe, des scènes réelles, c'est qu'on les met dans la réalité. D'ailleurs, on va leur demander entre les séances d'aller appliquer ce qu'on leur dit pour faire la différence entre la réalité et la pensée qu'ils ont sur eux-mêmes. Et alors Julie, qui a 20 ans, on le rappelle, a subi des abus et de la maltraitance pendant l'enfance. Quelle solution pour aller de l'avant? Elle doit forcément reparler de tout ça à un psy, Alors actuellement, il faut aborder le traumatisme. C'est pas sûr que la parole soit la meilleure technique pour aborder le traumatisme. On est plutôt actuellement sur des thérapies cognitives d'exposition ou des thérapies type EMDR, plutôt émotionnelles. Il faut bien savoir que le traumatisme, on est au niveau du cerveau émotionnel, on n'est pas au niveau du cortex cérébral. Au niveau du cortex, c'est une thérapie avec des mouvements oculaires. Mouvements oculaires, oui, vous êtes bien de le préciser, excusez-moi.
il faut savoir que le cerveau émotionnel, qui est le siège du traumatisme, va pas être très sensible à la parole, à tout ce qui est thérapie par la parole. Donc là, on a, dans les cas comme ça, où les gens sont traumatisés, on va commencer par traiter le traumatisme. Ensuite, parce que tant qu'il est là, il va bloquer les capacités d'apprentissage. Ensuite, une fois que le traumatisme sera traité, alors là, effectivement, par un professionnel qui maîtrise ces techniques, et il faut vérifier la formation des professionnels à ce niveau-là. Ensuite, on pourra aller vers des techniques d'apprentissage, que sont les TCC dont on parlait, les thérapies comportementales et cognitives dont on parlait dans le reportage, qui vont pouvoir permettre aux gens d'acquérir les moyens de prendre confiance en eux. En 1 minute, quelques exemples de petits exercices que l'on peut faire au quotidien pour prendre confiance en soi. Donc, à part parler à ma voix intérieure, qui est juste là derrière, oui. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Par exemple, moi je leur fais faire ce que j'appelle un journal, le quotidien, le positif, c'est-à-dire noter tous les jours 1 ou 2 ou 3 actes positifs qu'ils ont fait ou qu'ils ont vu faire. Tous les jours, on relit ça à la fin de la semaine et on se pénètre un petit peu des émotions qu'on a ressenties. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement de noter qu'on fait des choses positives, mais il faut ressentir une émotion de fierté. Ça, c'est important parce que c'est des gens qui voient que la partie négative d'eux-mêmes. Ils ne voient pas du tout leur potentiel. Et je crois qu'une des grandes clés de la psychologie moderne, c'est d'expliquer qu'on n'est pas là uniquement pour régler les problèmes des gens, mais pour leur montrer leur potentiel et leur apprendre à faire fructifier ce potentiel. On ne va pas enlever tous les problèmes des gens, les difficultés. Simplement, on a tous des points forts et des points faibles. Et expliquer que l'être humain est une médaille à 2 faces, avec une face positive et une face négative. Si par exemple on est trop perfectionniste, on en parlait tout à l'heure, la face négative c'est qu'on va être méticuleux, qu'on va perdre du temps. La face positive c'est qu'on est des gens fiables sur qui on peut compter. La jalousie, est-ce que c'est le signe d'un manque de confiance en soi ? Est-ce que c'est la face négative ? La jalousie, c'est la face négative du problème de la séduction. Aussi, on a peur éventuellement d'être trompé. Ça veut dire que sans l'autre, je n'existerai plus. Parce qu'on a de la peine, effectivement, à garder une confiance en nous-mêmes. Merci beaucoup. On vous rappelle le livre de notre invité, Je me libère, chez Odile Jacob, pour justement retrouver cette confiance en vous. Je vous l'offre. Non, je le garde. Vous en voulez un deuxième ? Non, c'est bon. J'en parlerai à ma petite voix. Demain, dans le docteur, on parlera du psoriasis. On verra quelle est la prise en charge. Excellent après-midi à tous. À demain, 13h40 sur France 5. Merci.